Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux défis environnementaux et au développement durable en Afrique. Selon Mathieu Mérino, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, les menaces liées aux dégradations environnementales sont diverses et tous les pays n'ont pas la même capacité à y faire face. 9 des 10 pays les plus pauvres au monde se situent en Afrique subsaharienne. Aussi, l'ampleur et la rapidité des changements climatiques remettent en cause la capacité des États à s'adapter à de tels chocs, multipliant ainsi les zones de fragilité et de tension. Comment faire face à de telles réalités? On en parle dans cette émission et nous avons le plaisir de recevoir Dr Obwe Durand. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. Rappelons que vous êtes le président du Club de développement durable Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons parler des activités de ce club qui a 10 ans cette année, n'est-ce pas? C'est bien ça. Merci également à Yann Cédric Gouéan qui est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci monsieur. Vous êtes chargé du suivi et évaluation au sein du club et par la même occasion géomaticien, c'est bien cela? Effectivement. Alors pour nos téléspectateurs, quand on parle d'un géomaticien, qui c'est? Quel est son travail? D'accord, donc pour faire simple, un géomaticien c'est un géographe qui a des compétences informatiques. Voilà, donc on dira comme ça que c'est la traditionnelle géographie couplée à tout ce qui est outils informatiques dans le but d'obtenir des objectifs précis. Et on pourra dire que c'est une compétence qui est utile à tout ce qui est d'ordre environnemental. Oui. Très important parce qu'on constate qu'aujourd'hui, souvent dans l'étude par exemple de l'océanographie, ce sont des satellites qui sont utilisés et ces images sont interprétées par une grande partie par des géomaticiens. D'accord, très bien. Entrons dans le vif de notre sujet. Quand on parle de défis environnementaux, Dr Obwe Durand, vous êtes président du Club de développement durable ici en Côte d'Ivoire, mais les questions climatiques, vous êtes un habitué de ces questions. Qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit quand on parle aujourd'hui de défis au niveau environnemental en Afrique? D'accord, merci beaucoup Thomas. Il faut dire que concernant l'environnement, il y a plusieurs problèmes qui minent notre environnement aujourd'hui. Le premier problème dans nos villes et capitales africaines, c'est le problème de l'insalubrité. La première des choses. À côté de cela, il faut voir la question de la déforestation. D'accord, on va aller tout doucement. La question de l'insalubrité, oui. À quel niveau est-ce que nous en sommes? On en parle depuis plusieurs années. Effectivement, c'est un problème qui est commun à la plupart des capitales africaines. Lorsqu'on prend Abidjan, on prend Yaoundé au Cameroun, on peut prendre Ouaga au Burkina Faso. C'est vraiment un problème qui est récurrent dans toutes ces capitales-là. Ce sont les ordures qui pullulent partout. Il s'agit d'abord des ordures ménagères, mais aussi des déchets industriels que nous pouvons rencontrer. Parmi les ordures dont on parle, la question des déchets, il s'agit aussi des déchets liquides, mais aussi des déchets solides que nous pouvons constater. Donc les eaux usées des ménages, mais aussi les eaux usées issues des industries, par exemple. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est normal qu'on trouve dans les rues Ce n'est pas normal parce que ça montre déjà un problème de gestion des déchets que nous avons. Il s'agit d'abord des déchets ménagers, mais aussi des déchets industriels. Donc ce n'est pas normal et avec tous les corollaires de dégradation de la santé que nous connaissons et aussi le cadre de vie des populations qui se dégrade de plus en plus. D'accord, et les environnementalistes, tous ceux qui travaillent pour l'environnement, font beaucoup de sensibilisation vis-à-vis des populations pour que de tels comportements, jeter les ordures dans les rues, soient proscrits. Alors, Yann Cédric, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique. Quel est le constat que vous faites quant aux raisons qui justifient, du moins, qu'il faut qu'on trouve encore dans nos rues et surtout dans les capitales urbaines, enfin, encore des ordures? D'accord. Il faut dire déjà que pour ce qui concerne la question de la salubrité en Afrique, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation parce qu'on constate, je vais par exemple prendre l'exemple simple, vous allez prendre par exemple un individu qui va peut-être se retrouver au marché d'Adjamé. Cet individu est amené à jeter des ordures par terre. Et ce même individu, lorsque vous le mettez par exemple au plateau, ce dernier va chercher une poubelle, bien évidemment, pour déposer ses ordures. Et pourquoi? Donc je dirais comme ça que c'est déjà moral, donc c'est dans la tête des gens, mais c'est aussi culturel. On se dira comme ça que Adjamé est sale, donc on continue de salir. On se dira que Plateau est une commune propre, c'est l'administration, que là, on peut facilement nous amener à nous donner des sanctions. Parce que là, on sait qu'il y a plusieurs... la police municipale traîne là, il y a beaucoup plus... on dira comme ça, de rigueur dans le plateau. Donc les gens évitent de jeter les ordures. Mais comment comprendre que le même individu qui devrait perpétuer un bon comportement partout le fasse ailleurs? Seulement voilà, de rigueur. Donc je dirais comme ça que la rigueur, au fait, on constate là que la rigueur n'est pas démise partout et dans toutes les communes.
Parce que vous verrez par exemple que les communes les plus nanties sont beaucoup plus propres et les communes les moins nanties, si je peux m'exprimer ici, on constate beaucoup plus d'insalubrité. Et non pas parce que cette population n'est pas éduquée aux conséquences de ce qu'elles font comme insalubrité. Il faut les moyens pour dégager les ordures. Voilà, mais pour ce qui concerne les moyens, on dira comme ça que le gouvernement fait beaucoup d'efforts avec les camions de ramassage qui passent pour jeter les ordures. Voilà, mais je dirais comme ça qu'au-delà même de la sensibilisation, il faut essayer de voir un cadre dans lequel peut-être on pourra peut-être mettre des sanctions, comme ça existe au Ghana, pour des personnes qui jettent des ordures dans la rue. Peut-être qu'avec cette action, on pourra voir des changements de mentalité vis-à-vis des populations. Quand on parle également de propreté, beaucoup de personnes pensent à Kigali, où les sachets plastiques sont interdits. Quelles sont les conséquences de ce genre de comportement sur la santé des populations en Afrique? La première conséquence, c'est la question des maladies diarrhéiques, par exemple. Parce que lorsqu'on a un cadre de vie qui n'est pas sain, naturellement, il y a l'eau que nous consommons qui est naturellement infectée, ou encore la prolifération de l'anophèle qui est responsable du malaria, par exemple. Donc le paludisme aussi qui est de plus en plus développé. Et même lorsque un environnement n'est pas propre, l'aspect... ce n'est pas vraiment beau à voir immédiatement. Voilà. Donc, lorsque nous arrivons dans un quartier où les eaux usées jonchent partout, les déchets, tout ça, alors c'est vraiment un problème. D'accord. Ouais. Quand on parle de 1960 pour la Côte d'Ivoire, c'est tellement que vous n'étiez pas encore né, mais vous avez appris tout de même que le couvert forestier était à un certain niveau. Alors, quand vous observez aujourd'hui le couvert forestier ivoirien, peut-être dans la sous-région, quel est le constat que vous faites? Déjà, ça tape à l'œil. On constate déjà qu'il y a une réduction de la forêt, une réduction de la surface forestière ivoirienne. Voilà, et donc ça, c'est de ce qu'on voit et de ce qu'on constate, c'est dû en grande partie à l'agriculture, vu que dans les années 60, l'économie du pays même était basée sur l'agriculture. Et c'était une agriculture expansive qui avait pour objectif de prendre beaucoup plus d'espace pour avoir beaucoup plus de récoltes. Donc c'est l'un des principaux facteurs de dégradation du couvert forestier ivoirien. À cela, on peut ajouter aussi l'exploitation forestière non durable. Je précise non durable parce qu'aujourd'hui, il y a l'exploitation forestière mais durable qui a été mise en place par, je crois bien que ce sont les eaux et forêts et aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui ont mis en place certaines stratégies pour accompagner les agriculteurs à pouvoir exploiter la forêt mais de façon durable par des techniques d'agroforesterie et j'en passe. D'accord. Revenons, vous avez soutenu une thèse sur la question des forêts périurbaines. On a eu l'occasion d'en parler ici. On n'a pas su forcément les conséquences, mais quels sont les défis au niveau de la reforestation? Le premier défi, c'est celui de l'accès d'abord à des surfaces pour pouvoir reforester. En Côte d'Ivoire, il existe des espaces. Naturellement, ce sont les réserves naturelles, les forêts classées, les parcs nationaux et autres, où on doit pouvoir renforcer la couverture forestière. Mais là, nous constatons aujourd'hui, plusieurs études le démontrent, même j'ai publié un article scientifique qui montre que ces parcs nationaux, ces réserves sont beaucoup infiltrés. Du coup, les populations entrent pour faire des plantations industrielles, des cultures vivrières ou tout ça. Du coup, tout ce qui a été mis en place comme mécanisme de protection des forêts à travers ces parcs et réserves-là sont déjà suffisamment dégradés. Donc, pensez-vous un instant de cette couverture forestière qui n'est pas préservée, elle est suffisamment dégradée également. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire en vue de pouvoir préserver tout ce que nous avons comme acquis. Mais aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont un peu plus, qui donnent un peu plus d'espoir au niveau de la Côte d'Ivoire. Au départ, on disait qu'en 1990, c'était environ 200 000 hectares de couverture forestière que nous perdons. Mais depuis 2019 à 2023, le ministère des Eaux et Forêts est en train de publier de nouveaux chiffres qui nous dit que nous sommes passés de 200 000 hectares de couverture forestière qui disparaissaient par an à 26 000 hectares maintenant. Donc la Côte d'Ivoire est en train de fournir des efforts en vue de pouvoir relever ce défi de déforestation. Et parlant des efforts qui sont en train d'être fournis, il y a beaucoup d'opérations de planting d'arbres certainement auxquelles vous avez déjà pris part. Oui, effectivement, nous avons déjà pris part à plusieurs activités de planting. La plus récente est celle
un planting d'arbres au niveau de Grand Bassam. Okay. Donc au niveau de Grand Bassam, plus précisément au niveau de Modeste et d'Azuriti. Mais nous avons plus porté notre engouement sur les mangroves. Les mangroves. Oui, les mangroves qui sont aussi une problématique importante dans tout ce qui est couvert forestier. Parce que les palétuviers ont une capacité d'absorption du CO2 qui est beaucoup plus élevée par rapport à certains arbres que nous retrouvons en forêt. Donc c'est en cela que le CDD a mené des actions à travers le projet Benkadi, qui est l'un de nos partenaires, pour n'en citer que celui-là, sur la reforestation via la mangrove. D'accord, si on parle de défi, on ne saurait occulter la question de l'eau. Est-ce que l'Afrique devrait craindre pour l'adduction en eau potable? Bien sûr, on doit pouvoir craindre parce qu'aujourd'hui, compte tenu des conséquences des changements climatiques, avec les saisons de pluie qui sont de plus en plus raccourcies, on constate que plusieurs barrages et fleuves au niveau de la Côte d'Ivoire, ça sèche. Voilà, il y a 2 années de cela, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs coups d'eau dont le débit avait énormément chuté. Et les conséquences immédiates étaient aussi sur l'accès des populations à l'eau potable. Et même l'autre conséquence était sur la production de l'énergie. Parce que nous disposons de plusieurs barrages hydroélectriques qui produisent de l'énergie au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, l'accès à l'eau potable, il y a 2 ans de cela, la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, avait été frappée par cette crise-là. Et la ville de Bouaké est alimentée par un coup d'eau d'un fleuve qui avait suffisamment tari en fait. Du coup, le dispositif de la société de distribution d'eau au niveau de la Côte d'Ivoire n'arrivait plus à fournir la population de Bouaké en eau potable. Et il n'y a pas que Bouaké, tout le grand nord de la Côte d'Ivoire également était vraiment frappé par ce problème de disponibilité d'eau. D'accord, vous parlez de tarissement, il y a aussi l'orpaillage clandestin qui est une menace pour nos eaux. Oui, déjà, bon, par exemple, dans ma zone d'études qui est à Boisseau, là aussi, le problème d'orpaillage clandestin aussi a eu lieu aussi là. Et je pense que les autorités, via la gendarmerie, ont essayé de mener des actions pour essayer on dira comme ça, de mettre en déroute ces malfaiteurs. Parce qu'il y a beaucoup de produits non recommandés. Oui, mais déjà, l'orpaillage, le danger avec l'orpaillage, c'est qu'ils utilisent des produits qui sont très très dangereux pour la nature et plus précisément puisque nous parlons maintenant de l'eau potable, parce que ce sont des produits qui s'infiltrent et lors de l'infiltration de ces produits peuvent contaminer la nappe phréatique. Ouais. Et je pense qu'il y a du mercure qui est utilisé et c'est un composé très très dangereux pour la santé. Donc une fois que la nappe phréatique est atteinte, ça sera compliqué pour les populations de pouvoir utiliser cette nappe phréatique pour pouvoir se produire en tout ce qui est eau potable. Et beaucoup de personnes ont relevé le fait que la couleur de l'eau a commencé à changer. On a constaté également la mort de beaucoup de poissons. Parlons de la question de la sécurité alimentaire en termes de défis. On a parlé de la sécheresse, de la déforestation, mais à quel niveau est-ce que nous en sommes? Est-ce que l'Afrique est sur le bon chemin? Bien sûr, je dirais que l'Afrique est sur le bon chemin parce que nous avons pris conscience que si nous ne faisons rien, il serait vraiment difficile pour nous de pouvoir assurer une certaine sécurité alimentaire. À l'heure même où je vous parle, il y a un premier sommet africain sur l'agriculture qui se tient à Abuja au Nigeria. Donc l'Alliance panafricaine pour la justice climatique est représentée et pour faire entendre encore la voix des communautés qui sont déjà impactées par les effets des changements climatiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre agriculture aujourd'hui est impactée par les effets des changements climatiques. D'abord parce que les saisons des pluies ne sont plus maîtrisées par les agriculteurs. Et deuxième chose, il y a aussi quelque chose par rapport à ça. Absolument. Voilà. Donc l'autre chose aussi, c'est concernant les sols qui deviennent le sol qui devient de plus en plus aride en fait. Ouais. Voilà. Donc l'aridité des sols couplée à la quantité des pluies qui n'est pas régulière. Et donc ça pose absolument le problème du rendement agricole. D'accord. Les géographes, dites-nous un mot sur cette question. Les saisons qui ne sont plus respectées, il a parlé de l'aridité des sols. Vous étudiez une cartographie du sol. Qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'informations? Déjà, il faut dire comme ça que tout naturellement, lorsqu'il y a moins de pluie, c'est sûr que les récoltes vont donner moins. Ouais. Pour des récoltes qui conservent de l'eau vont donner moins et donc les agriculteurs ne pourront pas produire suffisamment pour pouvoir nourrir la population locale. Donc ça c'est déjà un premier constat. Pour ce qui concerne, comme vous avez parlé de la cartographie des sols,
On dira comme ça qu'on a constaté qu'il y a aussi une compétition pour ce qui concerne les sols agricoles. Il y a une compétition entre l'urbanisation galopante et l'agriculture. Et à cela aussi, l'agriculture, il faut aussi ajouter qu'au niveau de l'agriculture, les populations locales sont beaucoup plus amenées à cultiver tout ce qui est agriculture pérenne, donc comme le café, le cacao, les VA, au détriment des cultures agricoles. Non, ils ne produisent pas ce qu'ils consomment. Voilà, ils ne produisent pas en fait ce qu'ils consomment. Et donc ça aussi, ça crée un problème. On a les champs des VA, on a les champs ça de crée un cacao. problème parce qu'arrivé au moment où il y aura un problème de l'insuffisance. Voilà, on ne pourra pas vraiment se suffire en termes d'alimentation. Donc il y a toute cette problématique-là que l'État vraiment devait prendre à bras le corps pour pouvoir mieux analyser. Pourquoi je le dis? Parce qu'on va prendre par exemple le cas de... vous savez déjà que pour ce qui concerne la zone forestière, avant à Boisseau, l'est de la Côte d'Ivoire était reconnu comme étant le socle du café cacao. Mais maintenant, la boucle du café cacao, comme on a pour habitude de le dire, et maintenant on voit que cette boucle va beaucoup plus vers l'ouest. Parce qu'on a constaté qu'il y a moins de pluie au niveau de l'est, moins de forêts, et donc les populations se retrouvent vers la zone forestière à l'ouest. Donc ça aussi, ce sont des migrations qu'il faut regarder, observer pour ne pas vraiment mettre à mal tout ce qui a été mis en conjoncture pour pouvoir redorer le blason du couvert forestier. Est-ce que c'est toutes ces réalités-là qui justifient le fait que les statistiques disent qu'un Africain sur 5 meurt de faim aujourd'hui, alors qu'on a toutes les terres arables, on a les potentialités, c'est le grenier du monde, on veut même nourrir le monde, alors que les Africains n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. Je pense qu'à côté de cela, il y a un potentiel agricole qui est disponible au niveau des pays africains qu'il faut pouvoir exploiter. Tout ce qu'on demande, c'est de revoir nos techniques agricoles, voilà, qui pourraient être améliorées à travers aussi une application des intrants, voilà, parce que les sols sont de plus en plus arides. Donc, si nous avons des intrants, pas des intrants chimiques surtout, mais de la matière organique pour pouvoir fertiliser le sol en fait. Et ça pourrait vraiment aider à accroître le rendement agricole sur de petites superficies. Mais je pense qu'il n'y a pas seulement le fait que le climat impacte, mais nous devons pouvoir mettre en place des mécanismes pour adapter notre agriculture et augmenter notre rendement agricole. D'accord, le Club de développement durable Côte d'Ivoire a 10 ans, quand on dit 2013, ouais. À quoi est-ce que ça vous fait allusion par rapport à ce club? 2013 déjà, c'est lorsque nous étions en licence de géographie et nous avons pu mobiliser des amis qui étaient en licence également, mais pas seulement de la géographie, de d'autres filières, notamment de l'anglais, de droit, de sciences éco. Et ensemble, on a lancé le club de développement durable à l'université Félix Houphouët-Boigny, dont le siège se trouve toujours à l'Institut de géographie tropicale. D'accord, 10 ans. Après, c'est vrai qu'on viendra sur quelques activités qui sont d'ordre environnemental liées à ces 10 ans, mais 10 ans pour vous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bilan au bout de 10 ans? Déjà, il faut dire que les 10 ans, déjà lorsqu'on dit 10 ans, c'est 10 ans de réussite. Ouais. Donc déjà nous, lorsque nous disons 10 ans, c'est 10 ans de réussite, c'est 10 ans de célébration, c'est 10 ans de dévouement, de bénévolat. Voilà, donc c'est ce à quoi on nous donne ces 10 ans et c'est une fierté. Et c'est une fierté à double titre parce que vous êtes même le président du comité d'organisation de ces 10 années de célébration. Entrons dans l'impact qu'a eu le club de développement durable au bout de 10 ans. S'il y a quelques éléments à citer, qu'est-ce que vous direz? Vous avez parlé de bénévolat par exemple. Oui, donc déjà par exemple, pour ce qui concerne en termes d'impact, il faut dire que le club de développement durable a pour habitude de mener des actions au sein de l'espace universitaire. Okay. Donc déjà, nous sommes l'un des moteurs en termes d'organisation qui ont poussé ou qui ont peut-être suscité de l'engouement au niveau des étudiants pour ce qui concerne tout ce qui est développement durable et lutte contre les changements climatiques. Parce que nous avons mené plusieurs activités et nous l'avons fait en général chaque mois. Et lorsque nous le faisons, nous ne nous contentons pas d'inviter que des géographes parce que la problématique environnementale touche tout le monde. Donc nous faisons l'effort d'inviter toutes les structures qui sont au sein de l'université et tous les étudiants. Donc nous avons déjà créé un engouement et je dirais comme ça que par notre biais, beaucoup d'associations sœurs ont eu aussi l'impact
de pouvoir influer sur le comportement de d'autres étudiants. Voilà, donc on dira comme ça que lorsque vous arrivez sur l'espace universitaire, vous verrez que c'est rare de voir des étudiants marcher sur la verdure, ils préfèrent marcher dans les allées qui leur sont dédiées. C'est rare de voir des étudiants jeter des ordures sur le bitume par exemple. Donc tout ça sont des actions que nous avons menées. Très bien. Cela aussi, on dira que nous avons mené des actions en dehors de l'espace universitaire. D'accord. Avant d'aller en dehors de l'espace universitaire, on pourrait dire que le travail abattu par le Club de développement durable a été une sorte de travaux dirigés sur place, parce qu'on parlait de développement durable dans les amphis, les grandes théories. Et vous êtes sortis des théories pour une mise en pratique. Effectivement. Alors, il faut dire qu'à côté de tout ce qui est fait au niveau de l'espace universitaire, nous sommes les initiateurs de la journée universitaire pour le développement durable. Cette année, la 7e édition va se tenir et au cours de ces journées, nous amenons les jeunes, les étudiants à mener des actions concrètes. De plus en plus, nous sommes en train de faire des actions de planting d'arbres. Nous engageons les jeunes dans l'action de salubrité, de collecte des ordures sur l'espace universitaire. Ce sont des actions bénévoles. Et nous avons un programme aussi qu'on a appelé Programme d'éducation au développement durable et de sensibilisation au changement climatique, l'EDD, donc qui se base sur l'objectif de développement durable 4, donc qui permet d'engager de façon mensuelle un programme d'échange et de discussion avec les jeunes, donc sur l'espace universitaire Félix Houphouët-Boigny. Et en dehors de l'université Félix Houphouët-Boigny, nous avons d'autres actions qui ciblent maintenant les enfants. Parce qu'on a compris que pour mener durablement des actions, il est tout à fait indispensable d'intégrer les enfants. Donc aujourd'hui, dans les villages d'Azuriti et de Modeste, nous avons des clubs de développement durable et au cours de nos activités, nous initions les enfants sur les techniques de réalisation des pépinières, de planting d'arbres et vraiment de plusieurs autres choses. D'accord, parlant de planting d'arbres pour la célébration de ce 10e anniversaire, vous sortez du cadre universitaire et vous ferez donc une excursion en pleine forêt. 3 jours d'excursion. Alors comment ça va se passer? Pourquoi une excursion? Déjà, le pourquoi, l'objectif, c'est de pouvoir montrer la valeur et l'importance de la nature. Voilà, on dira comme ça que ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est de vraiment parcourir la forêt du Bonko, qui est à la limite une forêt urbaine. Voilà, donc c'est de vraiment pouvoir faire comprendre aux uns et aux autres l'importance et de voir la nature dans toute sa composante. Et là, il y a une formation même qui est prévue sur l'arbre. Alors, quelle est l'importance de cette formation sur l'arbre pour tous ceux qui vont faire cette excursion? Voilà, en fait, il s'agit pour nous de pouvoir montrer à un jeune, à un citoyen lambda, que lorsque nous voyons un arbre, il est possible de déterminer sa hauteur sans toutefois l'abattre. Ouais. Voilà, et donc il existe des techniques pour pouvoir démontrer ce. Alors que dans les anciennes techniques, il fallait abattre l'arbre. Oui, il faut l'abattre. Et il est possible aussi de déterminer l'âge d'un arbre par des formules mathématiques, c'est possible de pouvoir trouver l'âge d'un arbre sans toutefois l'abattre également. Parce que même si nous abattons un arbre, lorsque nous regardons son diamètre de développement, nous pouvons savoir son âge approximatif. Voilà, nous allons montrer également à nos participants qu'il est possible également de déterminer le diamètre à hauteur de poitrine d'un arbre, par exemple, voilà, qui est nécessaire dans le calcul du carbone séquestré par un arbre. Nous allons parler également de la biomasse dans l'arbre. Nous allons également présenter aux participants la particularité de cette réserve dans laquelle nous partons, qui est vraiment composée de savanes et de forêts. Voilà, donc c'est vraiment un caractère spécifique pour cette réserve Lamto que nous allons faire découvrir à ces différents participants. Autrement dit, quel est le bien de cette réserve pour la santé des populations, la santé de l'espèce animale, l'espèce végétale? Déjà, il faut dire qu'au niveau de cette réserve, il y a des buffles qui y vivent. Voilà, il y a des buffles qui y vivent. On espère vraiment avoir la chance de pouvoir en voir quelques-uns. Donc, il y a des buffles qui y vivent. Et l'un des objectifs aussi, c'est de pouvoir faire comprendre aux populations la transition qu'il y a entre la zone forestière et la zone savanicole. Parce qu'il faut dire que Lamto est situé plus ou moins dans le V-Baoulé. Et donc, on va partir de la zone forestière pour aller dans une savane, mais plus précisément une savane arognée. Donc, ils pourront ainsi voir cette transition. Et comme nous avons parlé tout à l'heure de désertification, pour voir un peu l'importance qu'il y a de protéger la zone forestière de sorte à ne pas se retrouver dans tout ce qui est désertification. Ce qui pourrait naturellement susciter une prise de conscience à telle enseigne qu'en revenant d'une telle excursion, les façons de penser
puisse échanger, qu'à terme, toutes ces personnes deviennent des ambassadeurs. Absolument. Des ambassadeurs Oui. du club de développement durable. C'est Oui. bien cela. Oui. Au-delà de l'aspect festif, il y a certainement un cadre de formation, d'échange, peut-être des colloques qui sont prévus. Quelques éléments à ce niveau-là. Oui, déjà, il faut dire comme ça que nous avons prévu montrer un film institutionnel qui va retracer toute l'histoire du CDD et toutes les actions que nous avons menées, comme vous l'avez dit, pour susciter encore l'engouement et l'engagement pour ceux qui n'ont pas encore vraiment donné leur OK pour s'engager dans tout ce qui est environnement. Donc, on va leur montrer qu'ils sont des jeunes comme eux. Nous, par exemple, sommes des jeunes comme eux qui aujourd'hui militons pour tout ce qui est changement climatique et développement durable. Très bien. Donc, susciter l'engouement. Il y a aussi un aspect touristique. Oui. Le tourisme, c'est pas seulement les belles plages. Ah oui. En pleine forêt aussi, il y a du tourisme. Là-bas, vous n'êtes plus Effectivement. haut. Mais avant de parler même de l'aspect touristique, je voudrais ajouter qu'il y aura des communications encore Ok. pour montrer l'impact de la crise climatique même, tant au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi au niveau africain. Et aussi pourquoi il est vraiment indispensable pour nous, jeunes, de percevoir les opportunités qui se trouvent derrière cette crise climatique-là. Et à côté de cela, nous allons revenir sur les vertus, par exemple, du développement durable. Pourquoi parler du développement durable? Donc, c'est autant de communication que nous aurons. Et pour ce qui est de l'aspect touristique, d'abord, c'est un centre de recherche. Donc, ça nous permettra de découvrir ce centre de recherche-là. Mais au-delà de ça, comme le disait tout à l'heure le président du comité d'organisation, on pourra découvrir cette transition entre la zone forestière et la zone savanicole, en fait. Voilà, et même découvrir cette beauté de la nature. Vraiment, c'est ces 3 jours et des gens pourront vraiment, on ne va pas dormir dans un cadre aussi classique comme on a pour habitude de connaître, mais vraiment tout un chacun pourra profiter de toute la verdure et tout ce qu'on pourra constater. Et quant à nous, c'est de vous dire bonne continuation. Félicitations pour le parcours et pour tout l'impact sur les personnes, sur les populations, sur le développement du continent africain. Docteur Oboué Durand, nous avons eu du plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes le président du club de développement durable Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci également à Yann Cédric Gouéran, qui est chargé du suivi et évaluation au sein du club de développement durable. Il est le président du comité d'organisation des 10 ans de célébration de ce club. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1 TV Afrique.